Mabed ar glav, mabed an tan, mabed ar vualch ad ar vran, mabed an dero, dan uelvar, mabed an dour, mabed ar vaues, dar goukou ouan ad ivestis, mabed ar gazak, ad ar las, mabed ar var, mabed ar var. La 9e vague, c'est d'abord un tableau qui nous a frappé, Francette, ma femme et moi, et qui nous a été offert par notre fille Solène, et qui représente une vague que l'on regarde depuis déjà pas mal de temps. Et à chaque fois que je la regarde, j'y trouve quelque chose de nouveau. Et bon, je passe sur les différentes phases, hein, il y en a eu pas mal. Mais la dernière chose que j'y ai trouvée, et la plus révélatrice probablement, c'est le nom du tableau. Il est arrivé au bon moment, si je comprends bien. Il y avait vraiment besoin d'avoir, entre guillemets, des gens qui ouvrent la voie. Oui, il y avait besoin d'avoir ces gens-là. Et aussi, c'était l'époque du réveil du Risorgimento breton, avec bien sûr Stivell, avec Servat. Lui, il est un tout petit peu avant cette vague-là, mais il va l'inspirer. Et il va d'ailleurs fournir des textes pour des chansons, aussi bien à Land Stivell qu'à Gilles Servat, qu'à Annie Ebrel, etc. Donc c'est à la fois un auteur et aussi quelqu'un qui travaille pour les autres en leur fournissant de la matière. La 9e vague était très importante pour les anciens Bretons insulaires. De l'union de la 9e vague et de Lyre, roi, enfin une des personnifications de l'océan, que sont nées les sirènes mâles et femelles, puisqu'il faut savoir quand même que Morgane en breton désigne également l'espèce mâle des sirènes. C'est là aussi qu'est né Taliesin, qui est le père de l'inspiration poétique et du génie, et dans la tradition bretonne, plus particulièrement, puisque Taliesin a été un des maîtres de Merlin. C'est là aussi, entre cette 9e vague et le rivage, qu'ont pris naissance toutes les folies et toutes les sagesses qui ont été et qui sont toujours, et qui ont été et qui seront toujours, qui existeront toujours. Diwar lir ag an ton nauvet, eo bit ganet ar morganet, a ganet ive Taliesin, da nauen ag an igin. Diwarne ol pep folentes, diwarne pep furnes ives. Inzo bet ag a war, inzo bet ag a zo, inzo bet ag a vo. On y voit quand même Dylan, fils de la vague. Dylan, fils de la vague, parce que c'est un prénom porté au Pays de Galles et ailleurs, puisqu'il est devenu largement Bob Dylan, Dylan Thomas, poète gallois, mais c'est fils de la vague, effectivement. Et rien ne montre mieux que dans cette ancienne tradition bretonne insulaire, rien ne montre mieux le lien de parenté entre l'homme et la mer. Et le côté maternel que la mer a pour l'homme, les hommes que nous sommes. C'est peut-être en regardant le tableau aussi que ça m'est venu, l'idée que des poissons volants, que j'ai eu le bonheur de voir
de mes yeux pendant ma traversée en allant en Nouvelle-Calédonie. Tout le monde disait « Oh, les poissons volants !» Puis on allait, puis on les voyait, puis qui sortaient, puis qui retombaient. Et pourquoi, après tout, lorsqu'on a tout ce qu'il faut pour faire un bon poisson dans un milieu comme la mer, chercher à sortir et chercher à avoir des ailes, quoi. Et est-ce que c'est pas un peu le rêve fou de ceux qui sont traversés par l'illusion d'une poésie possible, quoi. C'est un Breton qui vit au milieu des Bretons. Il a vécu longtemps en Nouvelle-Calédonie. Il passait une partie de son enfance dans les Pyrénées et vécu aussi beaucoup dans la ferme grand-maternelle à Ploumilio. Et donc ça lui donne une ouverture sur le monde et en même temps un enracinement, et il combine parfaitement les deux. Moi j'ai passé 10 ans dans cette île, mes parents y ont passé 14 ans. Et ma mère avait eu une idée à partir de lait en poudre australien, de faire des yaourts. On les a appréciés en famille, et puis les amis, et puis d'un cercle plus large. Et il s'est avéré que c'était peut-être un peu dommage d'être égoïste et que ça méritait peut-être des cercles plus larges encore, d'où la création d'une marque de yaourt, les yaourts Braise, que j'ai eu le plaisir et qu'ils ont eu le plaisir de retrouver dans Ouest France, rendant compte d'un livre qui avait été fait par un Breton qui avait fait le tour du monde et qui avait été très surpris parce qu'ils avaient, pour quitter la Nouvelle-Calédonie, ils avaient vendu leur affaire. Mais l'affaire tournait toujours et les yaourts Braise étaient toujours consommables et utilisés lorsque ce monsieur est passé à Nouméa. Et effectivement, il y a yaourt Braise et en dessous Nouméa. Il y a même une photo où mes parents sont en train de les confectionner. En Bretagne, à la ferme ici, quand j'y étais, pendant la guerre, quand mon père était au début de l'occupation, quand mon père était prisonnier, j'étais très sensible à tout le monde animal qui était multiple dans les diverses fermes. Hein. Il y avait une grande sensibilité à la nature, également chez ma mère et dans tout mon entourage, qui me prédisposait à cela. Hein. Et je sais que on m'avait dit, une des choses qu'on m'avait dites, on m'avait dit « Oh, tu parles breton comme les cochons, quoi !» Et parler breton, parler cochon, c'était un des trucs qu'on disait. Alors, j'avais été évidemment vexé. Ma mère avait corrigé en disant « Mais non, 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 tu parles pas breton comme les cochons, tu parles breton comme les oiseaux. » Et elle m'avait cité quelques exemples de ce que se disent les pigeons. Le pigeon qui dit à la pigeonne « Rpokigamou, Rpokigamou » j'aimerais bien avoir un petit baiser. « Dir pas bête, dir pas bête. » Mais tu en as eu un hier. « Mais ce qu'est des onges, mais ce qu'est des onges. » Mais je m'en souviens pas, mais je m'en souviens pas. Voilà le genre de phrase qu'échangent les oiseaux. Et ça a été une découverte, je dirais, une de mes découvertes de la poésie, quoi. Vraiment, la poésie à l'état pur, quoi. Porter une oreille et un regard tellement vif sur la réalité environnante qu'on la transfigure et qu'elle devient merveilleuse, quoi. L'autre côté. L'autre côté. Ouais. Voilà. Ah, mouche. Ah. Tu serais mieux, ouais, sans le gilet. Mais si t'as froid, tu le gardes. T'as froid? Pour le moment, ça va, j'ai pas. De toute façon, on fait des pauses. Hein. Ouais, on fait ouais, des bah pauses oui. au moment où il faut. Hein. Ouais. 207. Daus d'Arien d'Ariang, Daus d'Andour d'Anton. C'est ça, le 207. Hein, ouais, d'accord. Toi, le 208. Ouais.
Moi, le 209. Et alors, moi, le 210 quand même, puisque c'est une espèce de comment dirais-je, de conclusion presque nécrologique. Enfin, pas encore, heureusement. Non, pas encore, mais enfin, concernant ma gratitude à l'égard de tout ce que la vie m'a donné. D'accord. Hein? Il y a je sais plus quel artiste disait, l'artiste c'est celui qui a mal aux autres. Et ben, je crois que mon père, il est un peu comme ça. Il faut qu'il dise la souffrance des autres pour pouvoir se sentir bien. Parce que les autres peuvent pas toujours. Il a la chance de savoir parler et il a été professeur pendant de longues années. Et il savait parler. Et tous les gens que je rencontre qui l'ont connu m'ont toujours dit « Ah, ton père, c'est court. » Je suis amenée à rencontrer plein de gens et tous les gens me disent la même chose. Ton père savait parler, ton père ce qu'il disait. Dès le lycée, il commence à écrire des articles littéraires. Et puis ensuite, lorsqu'il est étudiant, il participe à la vie intellectuelle et produit déjà des articles dans des grands journaux et des grandes revues, hein, Le Monde, les Lettres françaises. Et donc, avant même d'entrer dans la vie active, c'est quelqu'un qui est connu et respecté. J'ai vécu un bilinguisme dès mes premières années, dès mes premiers mois. Et le mot breton était toujours utilisé naturellement, comme le mot français, mais breton et toujours de façon positive. C'était un bilinguisme heureux? Ah oui, parfaitement heureux, avec une pointe de comment dirais-je, une pointe évidente de fierté de bien utiliser le breton. Déjà. Et aussi de bien utiliser le français, de ne pas faire certaines fautes de français qui étaient banales chez ceux qui apprenaient le français, quoi. Na dibwelut a dibrider lenner. Ma teues da zonj al non ket te. Rak, bedon plach, a bedon den, bedon egile, hag e ben. Bedon koz, a bedon bugel. Den, na war piou, e war naouer. Den da war piou e vo ar c'hoaz. Gwiskan gwirionez eo an oaz. Il y a cette revue créée, dirigée par Jean-Paul Sartre, Oui. à laquelle tu collabores également. C'est pas une collaboration régulière, là. Hein. Là, c'est plutôt l'histoire d'une amitié déjà ancienne, avec Yves Persson. Yves Persson était un fonctionnaire de la France d'outre-mer. Son père avait été également un fonctionnaire de la France d'outre-mer, au temps de l'Empire colonial. Il avait suivi l'école d'administration de la France d'outre-mer. Et parmi ses professeurs, il avait eu Léopold Sédar Senghor. Après avoir fait sa thèse sur la résistance sénégalaise à l'implantation française, c'est-à-dire l'histoire de la conquête du Sénégal par les Français, mais vue par les Sénégalais. Il est allé dans les villages, il a interrogé les survivants des affrontements, enfin bref. Et comment dirais-je, il est devenu le grand spécialiste de l'histoire de l'Afrique francophone, vue du point de vue africain. Et il a terminé comme professeur à la Sorbonne, professeur de l'histoire de l'Afrique. Et alors il avait comme particularité, et c'est ça qui nous a rapprochés, c'est que, comme moi, il avait un rejet profond du colonialisme que j'avais découvert en Nouvelle-Calédonie,
Mais il était également profondément motivé et profondément indigné par la façon dont la langue bretonne qu'il apprenait ou qu'il réapprenait était traitée dans son propre pays. Il avait un beau réseau de relations dans le milieu intellectuel parisien, parmi lesquels François Mitterrand, pour lequel il rédigeait les discours quand François Mitterrand allait en Afrique, mais aussi Jean-Paul Sartre. Et il avait convaincu Jean-Paul Sartre que, contrairement aux vérités officielles qui étaient reprises de gouvernement en gouvernement, il n'y avait pas une seule langue en France et une seule culture, mais plusieurs langues, plusieurs cultures, voire des minorités nationales. D'où un numéro spécial et où on trouve des signatures prestigieuses. Et il se trouve qu'effectivement, j'ai collaboré à ce numéro qui reste précieux à mon avis, reste très très précieux. Il avait été souligné à l'époque par Mona Ozouf, qui avait dit que la gauche française ferait bien de se pénétrer un peu plus du contenu de ce numéro de Temps moderne. On connaît deux œuvres qui ont été éditées chez Oswald. Et dans ces deux œuvres, il y a Mal aux yeux rue, un recueil de poèmes en breton, et surtout Défense de cracher par terre et de parler breton, c'est-à-dire une anthologie bilingue où il reprend les principaux écrivains et poètes bretons et il traduit leur œuvre en vis-à-vis, de façon à ce que tout le monde puisse accéder à leur œuvre. On dit de toi quand même des paroles comme des pierres. Ah oui, oui, oui. Alors, je crois que Xavier Graal a écrit ça essentiellement à cause d'un des textes que Servat avait choisi dans Défense de cracher par terre et qui était effectivement où je libérais toutes mes colères présentes et anciennes à propos de la réalité, je dirais, impériale ou coloniale française et les liens que je voyais entre la négation des cultures dans l'Union française, des cultures qui n'étaient pas la culture française, et la négation de la culture bretonne dans son propre pays. Quand j'ai découvert que la langue que ma mère et mon père continuaient de m'enseigner à l'autre bout du monde avec un tel amour et une telle passion, et que j'ai découvert quand dans le pays natal de ma mère, dont la première langue était le breton, elle ne connaissait pas le français en allant à l'école, que cette langue était bannie, ça a été pour moi un choc très grand, et pour d'autres aussi. On us brisait la belle zone Après a pöstuyet a ici Et vite roja tu dormo Vitartem quand mon sranket Miro d'orgar men non pidrous Agorie sa zopet en bouquet Trucares bras Mariana Do. Il s'est engagé dans la politique également. Oui, il a été à la fois dans le réveil culturel et dans le réveil politique en participant en 1964 à la création de l'UDB par 14 personnes. Et par la suite, donc, il a continué à exprimer ses convictions. Mais par ailleurs, c'est un scientifique, un littéraire qui sait aussi mettre ses opinions de côté pour faire des travaux sur la connaissance de la littérature, depuis la littérature des origines jusqu'à celle de nos jours. On ne va pas refaire l'histoire de l'UDB, mais à ce moment-là, quand l'UDB s'est créée, est-ce qu'elle a eu tout de suite une adhésion des Bretons et du monde politique, ou est-ce qu'il y a plutôt une forme de rejet? Disons que c'était plutôt la surprise, parce que c'était le premier parti politique breton engagé à gauche,
et qui est né après la Seconde Guerre mondiale, en 1964. Juste donc le mouvement breton subissait un peu l'opprobre dû à l'erreur commise par certains pendant la guerre. Et là, il y avait une rupture très très nette par rapport à tout ce passé. Et c'était fondé un mouvement complètement nouveau sur de nouvelles bases, les bases du progressisme et de l'internationalisme. Et donc il a accédé aux grands médias très tôt, ce qui était une forme de reconnaissance aussi que c'était une nouveauté d'un mouvement breton qui parlait au monde. Le premier signe d'intérêt extérieur, c'est venu du pays de Galles. Un poète gallois, Gerald Morgan, que j'aimais beaucoup, et qui m'avait traduit en anglais. Qui avait traduit un poème en anglais, j'avais été très flatté. Et puis alors, comment dirais-je, en Flandre. En Flandre, l'écho a été très 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 fort, et c'est là qu'il y a eu le plus de poèmes de traduits en flamand, je crois. Et puis alors en Catalogne, un festival de poésie où j'ai eu le plaisir d'être invité et de dire à Barcelone un certain nombre de poèmes qui avaient été traduits en catalan. C'est à Barcelone que j'ai rencontré des poètes chinois contestataires. Les rencontres étaient aussi intéressantes que les poèmes qu'on entendait, quoi. Hoyez à votre ère, hoyez à votre ère, hoyez à votre ère, et à Greiskalon, et Kredanstar. Hoyez à votre ère. Des musiciens comme Stivell, comme Glenn Moore et comme beaucoup d'autres ont fait un travail de sensibilisation considérable. Je suis assez indigné qu'on n'entende pas plus, qu'on ne l'entende pas, une chanson de Servat que j'estime profondément prophétique, qui est comment je garde en moi le souvenir de ces années 70 où l'on sentait tout ça venir et où il décrit des réalités accablantes. Et cette chanson est une chanson de prophète. Ouais. On peut faire l'analogie avec Brecht, où il parle du ventre de la bête. Bien sûr, bien sûr. Il est encore fécond, le ventre d'où est sortie la bête immonde. Eh bien, nous vivons cela un peu partout, pas simplement en Bretagne et en France, en Europe, mais malheureusement aux quatre coins du monde, on sent bien que Hitler, Staline et autres dictateurs sanglants et sinistres ont fait des petits. Sais-tu, brinidu, otisken abeptu, war armesiu. Sais-tu, brinilor, o quagal, hus d'armor adanodu. Ahanta potret, bredera camaradette, partisanet. Arroise et paro, et la franqui soir avro, ageluro. Sais-tu, blaisiter, loin net felerius à l'air, och laureni. Sais-tu, blaisial, gant conar o judal, endrodanti. Ahanta potret, bredera camaradette, partisanet. Arroise et paro, et la franqui soir avro, ageluro. Jamais, jamais, jamais seront toujours plus clairs que jamais pour dire l'immensité du temps qui passe. En français, ça... Bon, seulement il se trouve qu'en breton, il y a plusieurs mots pour dire jamais. Il y a bisquas, qui désigne jamais dans le passé, morcé dans le présent, et biken dans l'avenir. Et puis Jean Mus, qu'on a adopté, après tout, pourquoi pas,
hein. Mais il est évident que la traduction de ça rappelle des notes qui foutent le poème par terre, quoi. Après, le 180. Après, c'est 196, c'est moi. Ah, et après, on arrive au duo Anne-Boven. Ah oui. D'importance, on verra quand le moment Bon, allez, moi je viendra. commence, et puis tu finis, tu continues. Si tu veux. Alors, Podbian, je me les réserve. Ouais. Hein. Autrement, pour toi, et si personne s'avérait être Ouais, quelqu'un, je pensais à l'autre. Ouais. et si rien était quand même quelque chose. Ouais, ça, c'est d'accord. Mais celui d'avant, s'en aller au-delà Ah de oui, soi-même. s'en aller au-delà de Et soi-même de sa et de sa solitude solitude vers pour l'inconnu. C'est sympa, hein. Oui. Ah, bah, écoute, c'est quand Non, même mais- intéressant d'aller au-delà Oui. de sa solitude. Bah, je sais, oui. Voilà, c'est une hypothèse qui, je sais pas, Oui. Oui. peut être. On peut- Ça dépend qui on rencontre. Bah, je voilà. dis, hein. Bah, si on est seul, on rencontre personne en Ah, général. bah, mais Peut-être. non, mais si on va au-delà. Qu'est-ce qu'il dit aux Bretons dans ses œuvres, Yann Berkerio? À toutes sortes de choses. Ça peut être des réflexions sur l'actualité, ça peut être des réflexions sur ce qu'il voit en Bretagne, ça peut être des réflexions sur des destins individuels. C'est une œuvre extrêmement humaniste et ouverte qui donne aussi une vision très positive de ces militants bretons qu'on a parfois cru fermés au monde. Das ist vraiment also Kantor an Dur, hag Kudenu an Endro, also Poesie sori wit Dans la Une des choses qui m'a frappé très tôt dans ce pays, c'est l'amour et le culte et le soin apporté aux sources et aux fontaines. Objets de culte avant le christianisme, elles ont été christianisées et il y a beaucoup d'autres fontaines et celle-ci, effectivement, je la connais depuis très longtemps. Elle m'est apparue particulièrement significative par sa simplicité. L'eau était réputée autrefois, paraît-il, pour être souveraine, pour guérir les lépreux. Beaucoup de temps a passé et l'eau n'a plus les mêmes vertus partout. Et il y a des endroits même où elle est devenue empoisonnée. Les arbres, les arbustes, les fougères, les plantes me sont apparues importantes. Et je dirais que mon séjour en Nouvelle-Calédonie a renforcé ça bizarrement aussi parce que les Kanaks, dans leur culture, le monde végétal a une très très grande importance. J'ai été aussi très tôt passionné par l'histoire des Indiens et très tôt mesuré le crime que cela a été et que cela reste d'avoir traité les populations amérindiennes comme on les a traitées et comme on les traite toujours. Parce que quand je vois par exemple la condition des Amérindiens qui sont citoyens de la République française et qui sont directement concernés par la pollution des eaux et de leur milieu naturel, ça m'apparaît insoutenable. Est-ce que tu as dans ton livret une poésie qui est en raccord avec, on va dire, l'engagement pour la nature? Le texte qui me vient d'abord à l'esprit, c'est « Ebro ar mil vantonagunen », quoi, c'est-à-dire « au pays des 1001 fontaines ». J'ai trouvé que c'était un nom qui s'appliquait bien à notre péninsule et à ses 5 départements. Ebro ar mil funtonagunon, eo la loaz obedi meet. Ebro ar mil funtonagunon, stradan dour zolen asteret. Ebro ar mil funtonagunon, gleskeret aur zo bekelchiet. Adious malar ar pendologet, groachet azi walo sekret. Ebro ar mil funtonagunon, a loaioù dour o deus bleuniet.
e bro ar milfeunten a gunan, kawenet non zo deus kanet. E bro ar milfeunten a gunan, an dour yo glant zo bet gwalet. E bro ar milfeunten a gunan, bejin glas a zo bet gwelet. Je crois que la chose la plus précieuse, c'est vraiment l'eau et la terre. Je me désole que notre monde en soit arrivé à un pareil mépris de la terre, de l'eau et de leur propre postérité. Ça m'épouvante. Ce qui me réconforte, c'est que je sens dans les jeunes générations une sensibilité qui se développe et un optimisme aussi qui me fait du bien. J'aimerais qu'ils aient raison à 100% et à 200%, j'en suis pas sûr, mais qu'ils existent et qu'ils se mobilisent, même si ce sont des petits groupes par-ci, des petits groupes par-là, ça me semble prometteur et c'est là qu'est la voie de l'avenir. Le premier mot que j'ai dit, apparemment en breton, c'est digor, qui veut dire ouvre la porte, digor an nour, parce que je voulais aller dehors. Et voilà, dehors, c'est important pour moi, d'être dehors. Et le dehors m'amène à la création, beaucoup, je crois. Ouais. L'extérieur va m'amener à me remettre dans un petit cocon. La musique, c'est un cocon, c'est un endroit où on se sent bien. Comme la peinture, d'ailleurs, j'aime bien les deux domaines, parce que c'est des domaines où on se sent bien. Enfin, moi, je m'y sens bien. Et j'aime bien m'y sentir bien avec d'autres gens aussi, pas toute seule. C'est pas ton endroit habituel pour composer, tu es plutôt dans le bureau de Jan Baer. Pourquoi? Parce qu'il y a cette ouverture, finalement, vers l'extérieur. Oui, c'est très clair, c'est une pièce très claire. Et on voit les plantes, on voit les arbres, les fleurs, en ce moment, elles sont belles. Et puis le chat qui va, qui vient. Enfin, c'est la vie, des petits bouts de vie qui vont amener à quelque chose que j'ai envie de dire. Comment ça se passe entre toi et ton père dans ce processus créatif où il t'apporte des textes? Est-ce que tu arrives à te débarrasser de la filiation pour être vraiment la musicienne au service de textes d'un autre? C'est quelque chose qui me fait plaisir, de ce travail de collaboration, parce que on a toujours l'occasion de se rencontrer et de dire tiens, on fait ça, tiens, je fais ça. Mais on a tous les deux des envies de créer, en fait, et se rejoindre sur un travail de longue haleine qu'il a fait et qui peut être mis en valeur par ma collaboration, parce que c'est formidable en même temps, parce que j'ai l'impression de porter son histoire en la chantant. Anne baven hennes a war, ober diouz aneol hag al loar. Dastum kemen ner zo enna, da dizout ar pal nemetan. Anne baven hennes a war, chom gant e dreit war an douar. Anne baven hennes a sko, war du e bal, kuit a zistro. Lui, c'est un perfectionniste et il veut tout le temps, c'est jamais assez bien et il faut presque lui arracher ses poèmes pour qu'ils soient publiés. Je lui dis toujours, t'as les yeux en dedans, t'es en train de faire de la poésie. Il a une expression et il est plus là. Il y a eu justement des moments durs à ces époques d'engagement, on parle des années 70 par exemple, où toi tu disais wow, ça va un peu loin, c'est un peu dur pour moi. Ah non, en fait on n'en parlait pas. Je vais te dire que depuis 52 ans de vie commune, je le soutiens solidement. Puis on a une bonne complicité,
d'un regard ou d'un mot, on se devine et on se comprend. Qu'est-ce qu'il a apporté, la langue bretonne? Donc il a apporté des poèmes de belle facture. Il a aussi apporté une décomplexion, la fin du complexe. Donc on ne se cachait plus pour parler breton et par ailleurs on parlait et on écrivait en français aussi bien et parfois mieux que les autres. Donc il y a cette double action d'écrivain francophone extrêmement brillant et puis un écrivain de langue bretonne extrêmement fin qui porte l'expression écrite bretonne à très haut niveau. Et ostaleri marijon neus met klakkenadek a kan. Huerze de vi, gwal higalon, war gementra, war gementon. Agan dintin goz an Marie. Un des personnages qui est sur la photo, c'était une sœur de ma grand-mère paternelle, qui était couturière, excellente conteuse, paraît-il, mais alors il y a une chose dont je me souviens très fort, c'est que je n'aimais pas l'embrasser. Et pour la raison suivante, c'est qu'elle prisait du tabac et que quand je l'embrassais, j'aimais pas cette odeur de tabac qui accompagnait le baiser. Il y a quand même un nombre de femmes importants dans la photo. Elles avaient un rôle important dans ces petits bistrots de campagne et un rôle important, très important dans tous les aspects de la vie dans la Bretagne traditionnelle que j'ai connue. Pour la préparation, par exemple, des repas, bien sûr, et des repas de noces. Alors, après d'heurette, c'est comme ça qu'on dit par ici maintenant, après d'heurette, un repas de noces. Mais il y a un autre mot, plus rare, plus littéraire, je ne sais pas s'il est encore en usage dans quelques sous-dialectes, qui est le mot banves. Liam, dont on parlait tout à l'heure, a un sous-titre qui est Tirnanook, qui est un sous-titre irlandais, qui est un des noms que donnaient avant le christianisme les poètes irlandais au paradis. Tirnanook, la terre des jeunes. Mais ce paradis avait d'autres noms. On l'appelait aussi Tirnambeo, c'est-à-dire la terre des vivants. Et là, Béo, nous retrouvons un mot qui est encore, grâce à Dieu, bien vivant, lui aussi, parmi nous, Béo. On l'appelait aussi Tirnamban, c'est-à-dire la terre des femmes, ou la terre de la femme. C'est-à-dire que c'était un lieu béni des dieux, printemps éternel, des fruits partout, des fleurs partout, et régnant là-dessus une féminité triomphante qui était créatrice d'harmonie. En fait, c'est un peu comme ça que c'est une des raisons que j'ai eu de rendre hommage à ce Banves. Banves. Fest mezeglen a chuferi. Fest gwin ru a fest gwin arden. Fest a noch a fest a jaar. Fest a navaldour. A diwarne ol, treistol. Fest a lava. A failli épouser Ah oui, tu te rends compte? C'est Ah bon? Depuis le temps qu'on dit, ton mari. Ah ouais. Ouais. Mais ta grand-mère n'avait pas trouvé que il était assez... Elle a eu 11 demandes en mariage et la pauvre. Ouais. Il fallait trouver un bon parti ou... disons que dans la famille, ma grand-mère devait être particulièrement... difficile. Difficile. Ah oui. Ah oui. Et vieille école pour... Oui, mais quand même, ton mari, elle était chouette quand même. Et puis elle débordait de séduction, quoi. Il faut dire le mot tel qu'il est. Quand on l'a connue, nous, vieille dame. C'était une rigolade pour tout le monde. Elle avait fait du théâtre. Ouais. Elle a été pour moi un professeur de breton,
une transmetteuse, si j'ose dire, de tradition, parce qu'elle avait en plus comme particularité elle avait un oncle médecin qui, à l'époque, il n'y avait pas d'infirmière ni rien du tout à Ploumillon, et qui lui avait dit, mais toi, tu pourrais faire des piqûres. Et il lui avait appris à faire des piqûres. Ouais, et du coup... Elle me lui avait dit, je connais tous les derrières de Ploumillon. Moi, une vieille fille, j'ai vu toutes les derrières de Ploumillon. Est-ce qu'il y a eu des décisions importantes qu'il a prises dans sa vie et pour lesquelles, en tout cas, ton avis a été déterminant? Venir ici. Parce que c'était vraiment en un sale état. Mais en même temps, comme j'ai vécu toujours dans une très belle maison, je me suis dit, c'est une chance. J'étais tombée amoureuse des pierres, puis les pierres, j'ai décidé de les faire chanter aussi, hein, et donc je m'y suis attelée, hein, ça a bien duré 45 ans. Hein. Quand on part en vacances, on se dit, on quitte notre belle maison silencieuse, là, un peu sévère, et puis quand on revient, c'est comme un renouveau. Ici, c'est calme, tranquille. Et puis c'est le lieu de famille de Yandberg. C'est un espèce de chœur là, ancien qui bat. Quid de Brena, quid de Leires, disquisaro de nebso feis, a calon de nebso dies, nus qui brassor pinvidiges. Davos soirs azo, dreis spectra, Cals et Ro, à Cals et Ra. Si je me souviens bien, c'était Charles Le Gall, d'où est des Bardone, qui m'avait prêté une thèse, la thèse faite par Taldir Jaffrenou sur Prosper Proux, et une thèse qu'il avait soutenue devant l'université de Rennes, s'il vous plaît, tout en breton. Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup plu à Paris. Mais en tous les cas, je ne sais plus si c'était Joseph Lotte ou Georges Dautin qui était son directeur de thèse, mais en tous les cas, ils ont eu ce courage. Et outre que Prosper Proux est un des poètes chansonniers que je préfère et qui maniait le breton à la perfection, c'était un livre introuvable. La photocopie, à l'époque, était inaccessible. Alors ma mère m'a dit, mais écoute, c'est pas difficile, je vais te le recopier. Et alors, elle a commencé à me recopier ça. Elle faisait un petit bout tous les jours. Hein. Elle respectait les italiques. Elle était très scrupuleuse dans sa façon de copier. Et grâce à elle, eh bien, je dispose d'un exemplaire absolument unique de la thèse de François Jaffrenou sur Prosper Proux. Prosper Proux, studiaden varivue, eliseru et varsonies. Et alors, ma mère, dont la première langue était le breton, n'avait pas appris à le lire, puisque ce n'était pas l'usage, hein, ne savait pas l'écrire non plus. Mon père le faisait un peu, mais quand elle l'a terminé,
elle a dit, et qu'elle a refermé le cahier, elle a dit, eh ben, Azeronbar ik Brema, Gouzudaran Len à skriva Brezondak. Eh ben maintenant ça va, je sais lire et écrire le breton. On m'avait prêté une collection de chansons sur feuilles volantes. J'ai commencé à copier cette collection. Et c'était absolument impossible, quoi. Je n'en finissais pas. Alors mon père m'a dit, écoute, laisse-moi ton cahier, tu as d'autres choses à faire, je vais continuer ton travail. Et alors il a terminé le premier cahier, mais la collection était importante, il en a fait un deuxième, alors soigneusement écrit, il a pris encore plus de soin peut-être même que ma mère à le faire. Il était un peu calligraphe dans l'âme. Et un tome troisième s'est ajouté, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième. Il faut dire que les chansons sur feuilles volantes, Daniel Giraudot et ses étudiants le savent bien, ce ne sont pas des chefs-d'œuvre à tous les coups. Et qu'il faut parfois beaucoup de courage pour les lire. Comment parfois, ce qui enrichit, ma foi, l'imposante, les 6 volumes copiés par mon père, c'est les réflexions qu'il se fait à lui-même par rapport au texte qu'il copie. Il y a par exemple Jan Arminus, que admirait Paul, le musicien Paul Leflemme. Paul Leflemme affirmait qu'il lui devait sa vocation musicale. Et pourtant, il paraît qu'il chantait très mal. Mais bon, il y a parfois des mystères comme ça. Et Jan Arminus avait fait une chanson interminable. Et puis alors, il avait ce vers qui dit tout, Jan Arminus. Un discours rire à deux ennuyant. Où effectivement, il n'était pas complexé par les emprunts à faire à la langue française. Quoi. Les discours trop longs finissent par ennuyer. Et mon père a écrit dans la marge « Ya zur » avec 2 points d'exclamation. Arbeid hongan edenna, zoet gananawel, kanom melodi deza, avoezuel. Arbeid hongan edenna, a zoet da bultren. Penosa rime brement, da de helpen, nevo kedat kavet e doner melezur. Arbeid hongan edenna, zoet kan reden doer. Arbeid hongan edenna, a zoet tam a tam. Magadom bedol ganta, vlam a treflam. Arbeid hongan edenna, a boezwa ma diuswa. Penosa rime brema, da chomelza. Arbeid hongan edenna, a zoet da ludu. A klevet vim a pedan san tupedu. Arbeid hongan edenna, na zo jo kene no. Real Glasgow dispaka, plijadio vo. Lorsque j'ai découvert un peu trop tardivement les bienfaits du surfing sur Internet, j'ai été accablé de découvrir la fiche consacrée à Anatole Lebras et qui accumulait même des contre-vérités. Il n'avait manifestement pas eu connaissance de mes 2 livres, Anatole Lebras, Le Conférencier, mais aussi la biographie que je lui ai consacrée à partir de documentation de première main, de correspondances, de textes, de carnets de lui, etc. Enfin, Lebras, jusqu'à la fin de sa vie, a défendu, a protesté quant à la situation faite à la langue bretonne. Son père, qui a été instituteur public à Ploumilio
et qui parlait breton à la maison avec sa femme, et qui aimait le breton, qui était un ami de Luzel, qui était parfaitement conscient qu'il était capital que les petits bretons apprennent le français, mais qui était également partisan de leur apprendre à lire et à écrire leur langue quotidienne et à valoriser cette langue à leurs yeux. C'était déjà la position du père d'Anatole Lebras. Il l'a transmis à son fils. Son fils a ambitionné de devenir un grand écrivain français. Quelque part, il y a chez Lebras du Pagnol raté. Il ressemble beaucoup à Pagnol, je trouve, par l'amour que Pagnol avait pour sa culture provençale, mais aussi pour l'école publique, l'école laïque et la République, dont il était un des fils et reconnaissant. Lebras, c'était exactement la même chose. Mais Lebras proteste contre la situation faite à la langue bretonne dans son propre pays et qui cause du tort aux Bretonnants eux-mêmes. Et il le fait en des termes tout à fait significatifs. Et il est aussi significatif qu'on les cite très rarement. Pas besoin d'aller chercher aussi loin que Lebras. Jean Jaurès était tout à fait partisan de l'enseignement des langues régionales. Mais allez donc chercher les citations de Jean Jaurès dans les publications de gauche. Eh bien, elles ne sont pas nombreuses. Est-ce que la poésie n'est pas finalement un lien entre deux mondes, c'est-à-dire ramener de l'imaginaire dans le vivant ou dans le concret, quelque chose à travers les mots? J'y vois, moi, une source perpétuelle de vie et de renouvellement et de revitalisation de la vie intérieure des êtres humains. Et une arme, l'arme absolue peut-être, pour lutter contre une langue qui étouffe toujours les êtres humains, et c'est de plus en plus vrai, hélas, ce qu'on appelle aujourd'hui la langue de bois, et qui envahit tout, qui banalise tout, qui récupère même les plus belles découvertes poétiques des uns et des autres pour l'utiliser à ses profits, que ce soit dans le monde politique, économique, médiatique, commercial, etc. Et la poésie est l'arme absolue pour lutter contre ça, dans quelque langue que ce soit, à mon sens. Mes mesures mignons nazocas, rendant cause gantans odiboise, par on erguer si ou la didrouse, et tigoueza basiou voulouse, paven scrive en péolène, et râlant moi ma barlaine, li pas drama donne vers le hi, a des qui radit pateri, a des qui dit urbain très war logot vor spelogot dal, par on hermès da jardinant, et te a bendam squazellant, ne bedali ou ne lagad, mais en efri naga huesvad, en escoir naga zourni, trudio munu da son iri, kazadre on eus bet desket, di war brederian a gevred, di war gen la bour kazaden, ve diskoulmet meur a guden, neus ket parde an war ma fe, da joyeux sa dan den bemde, gwellor ken sort meus be biskoaz, me meus ur mignon a zo kaz, me meus ur mignon a zo kaz. Il y a une grande fraternité silencieuse des chats, et des amis des chats, dirons-nous.